Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Ça va? Ça va et toi? Bonsoir à tous. Je déclare la séance du Conseil ouverte. Je vais passer à l'appel. Marilyn Wagner, présente. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle. Louis Chouin. Présent. Sabrina Bécher. Guillaume Vienner. Françoise Turmel. Pascal Séjourné. Claudine Eudes. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Varang. Céline Menant qui a donné procuration à M. Séjourné. Pierre Jallet. Laure Beaumartel. Jocelyn Coinon. Valérie Diot. Thierry Jossé. Laurence Béatrix. Elle n'est pas encore arrivée. Dominique Bétourné qui m'a donné procuration. Chantal Hervieux. Julien Lefebvre. Ulrich Schlumberger. Valérie Branlot. Sébastien Lerat. Sandrine Bozek. François Van Fletteren qui a donné procuration à M. Lerat. Claire Pitette qui a donné procuration à M. Schlumberger. Pascal Ditch. Nathalie Perret. Antonin Planchette. Donc, j'ai en ma possession les pouvoirs de Mme Menant pour M. Séjourné, de M. Bétourné pour moi-même, de M. Van Fletteren pour M. Lerat et de Mme Pitette à M. Schlumberger. Je vais vous faire passer le dernier PV du conseil municipal. À signer, s'il vous plaît. Et je vous propose de désigner M. Pereira comme secrétaire de séance. Y a-t-il des observations? Je vous remercie. Alors, j'ai une information à vous faire passer. Vous avez dû voir ça à la dernière commission, de la création d'un groupe de travail concernant la protection de la ressource en eau. Donc, je vais demander une candidature par groupe d'opposition. J'ai levé la main, vous n'avez pas vu. Je suis candidat. Ouais. Monsieur Ditch. Donc, les candidats sont M. Schlumberger et M. Ditch. Je vous remercie. Nous allons passer à l'ordre du jour. La première délibération est la fixation des crédits affectés à la formation des élus pour 2021. Comme vous le savez, la formation des élus municipaux est organisée par le Code général des collectivités territoriales, qui précise que celle-ci doit être adaptée en fonction des conseillers municipaux. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Les membres du conseil municipal ont fixé par délibération en date du 4 septembre 2020 les crédits ouverts pour l'année 2020. Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2% des indemnités de fonction
soit consacré à la formation des élus pour l'année 2021, soit un montant annuel de 2 900 €. Il vous est demandé de vous prononcer sur l'enveloppe budgétaire allouée pour l'année 2021. Y a-t-il des contre? Pardon, j'aurais voulu faire apporter un commentaire pour le bénéfice des Bernéens qui nous écoutent. J'ai posé la question en commission et j'ai appris, et je voudrais partager cette information, que ces crédits seront exclusivement affectés aux élus de la majorité. Ils sont affectés aux adjoints délégués. Voilà. C'était une précision que je voulais rajouter. Merci. Donc, je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Levez 2 fois la main si vous avez, comme vous avez des procurations. Merci. Deuxième délibération, fixation des modalités de prise en charge des frais de mission et de mandat. Je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Donc dans le cadre de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être amenés à effectuer un certain nombre de déplacements pour participer à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la ville de Bernay et qui peuvent à ce titre ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement. Les frais de déplacement des élus liés à l'exercice normal de leur mandat sur le territoire de la commune sont couverts par leur indemnité de fonction et n'ouvrent dès lors pas droit à remboursement. Le Code général des collectivités territoriales permet l'indemnisation de certains frais de déplacement et de séjour, tels que l'exécution d'un mandat spécial, l'exercice du droit à la formation, les frais de garde et assistance, les élus en situation de handicap. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la prise en charge des frais de transport et du séjour selon les modalités exposées ci-dessus. Donc, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Troisième délibération. Délégation de mise en concurrence donnée au centre de gestion de l'Eure pour le futur contrat d'assurance statutaire. Je redonne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Donc, il est rappelé que les contrats d'assurance statutaire garantissent les collectivités territoriales et établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires et d'autre part qu'il est nécessaire de mettre en place une procédure de marché afin de souscrire des contrats d'assurance couvrant ces risques. Le centre de gestion de l'Eure peut souscrire pour l'ensemble des collectivités et établissements publics du département un contrat groupé auprès d'une compagnie d'assurance. Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des risques et obtenir des taux et garanties financières attractives. Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour la ville de Bernay de se rallier à la mise en concurrence effectuée par le centre de gestion de l'Eure. À cet effet, il est nécessaire que la ville de Bernay délibère afin de donner mandat au centre de gestion à effet de négocier pour son compte un contrat groupé d'assurance statutaire auprès d'une assurance agréée. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de charger le centre de gestion de l'Eure de négocier un contrat groupé ouvert à l'adhésion facultative auprès d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la faculté d'y adhérer. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, quatrième délibération. Modification du tableau des effectifs. Je redonne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Donc, considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité au regard de la réalité des effectifs, il convient de supprimer des emplois. Donc, nous supprimons le grade de directrice générale adjointe
ainsi que le grade d'attaché principal, donc ce sont des fins de détachement. Nous supprimons également un poste d'assistant de conservation qui est non pourvu, 2 postes d'adjoint technique qui sont également non pourvus, et enfin un poste d'adjoint technique principal 2e classe non pourvu également. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser la suppression de postes ainsi que la modification du tableau des effectifs. Merci, M. Pereira. Y a-t-il des questions? Monsieur Ditch. Merci, Madame le maire. Donc, cette délibération m'amène à vous poser des questions sur la question des effectifs et de l'emploi sur notre collectivité. Donc, même si on va l'aborder un peu plus tard dans le ROB, il n'empêche que j'ai le sentiment, après avoir vu que pour ce qui concerne les équivalents temps plein, 197, il n'y aurait pas de changement, que pour les équivalents temps plein, pour les non-titulaires, on passerait de 47 emplois à 35, plus exactement de 46,89 à 35,6, que là, vous nous annoncez la suppression d'un poste de DGA et d'attaché principal. Et donc, tout en ayant bien entendu plusieurs fois et à avoir lu que vous demanderiez dorénavant aux salariés de la ville de Bernay, aux agents, davantage de polyvalence, voire des heures supplémentaires, j'aimerais savoir, avec ces suppressions d'emplois, de postes, si on ne s'acheminerait pas vers une dégradation des conditions de travail de nos agents, et quelles sont les garanties que vous allez apporter pour que cela soit pas ce fait-là. Monsieur Ditch, je peux vous affirmer qu'il n'y aura pas de dégradation des conditions de travail des agents. Comme je m'en suis déjà souvent de fois expliqué, il y avait beaucoup de strates dans la collectivité. Et au fur et à mesure que nous avons reçu les Bernéens et autres, j'ai pu constater, et nous avons pu constater, que les services rendus à la population n'étaient pas à la hauteur. Donc nous avons commencé la réorganisation des services et nous demandons justement que les responsables de services soient aussi sur le terrain pour voir comment se passe aussi avec leurs agents. Beaucoup d'agents m'ont fait remonter également qu'ils ne voyaient pas souvent leurs responsables dire pratiquement jamais. Donc j'ai du mal un peu à comprendre comment on peut fonctionner si on n'a pas un retour du terrain. Voilà. Oui, ça ne répond pas à ma question de la suppression des contractuels, puisqu'on irait de 47 équivalents temps plein à 35. Donc c'est une suppression qui est importante. Je suppose que les contractuels, ce sont aussi des gens de terrain. Et dans le cadre de cette polyvalence que vous allez mettre en place, est-ce que vous allez nous offrir des garanties pour que les conditions de travail de nos agents ne se dégradent pas? Je vous l'ai dit, Monsieur Ditch, les conditions de travail ne vont pas se dégrader. C'est vrai qu'on supprime des postes, mais je vais vous donner juste un chiffre. Les salaires de la collectivité, y compris CCAS, parce que vu que de toute façon on donne une subvention d'équilibre au CCAS, c'est 9,6 millions. 9,6 millions sur un budget de 12,5 millions. Quand vous rajoutez l'échéance d'emprunt qui est de 1,4 million, regardez comment on fait pour fonctionner. Donc aujourd'hui, le service rendu à la collectivité n'est pas à la hauteur de tous les emplois. Donc nous demandons que, comme je vous l'ai dit, que les responsables aillent également sur le terrain. Et la polyvalence de tous. Y a-t-il d'autres questions? Madame le maire. Monsieur Pereira. Oui, juste Monsieur Ditch, pour rajouter à ce que dit Madame le maire, si nous comparons des villes de notre strate, les effectifs sont bien moins importants en fait. Donc effectivement, il y avait un gros problème d'organisation et effectivement, il y avait parfois des doublons en fait sur certains postes. Et l'objectif, à travers cette réorganisation, c'est gagner en efficacité. Effectivement, si on met les bonnes personnes, donc avec les bonnes compétences au bon endroit, concrètement, la collectivité gagnera en efficacité.
sans pour autant détériorer la qualité de service ni les conditions de travail des agents. Et en tout état de cause, il est prévu un accompagnement de cette réorganisation, donc des agents. Il y a déjà un service en fait, de qualité de vie au travail qui prend en compte le mal-être, si mal-être il y avait, des agents de la collectivité. Et je vais même rajouter, M. Ditch, pour vous dire que l'organisation qui avait été mise en place jusqu'alors, il y a eu un épisode dans la collectivité au mois de décembre, que je ne citerai pas aujourd'hui, et qui m'a profondément marqué, et qui était bien la preuve que les gens qui étaient sur le terrain pouvaient crier au secours, mais qu'au-dessus, leurs responsables ne les entendaient pas. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas m'étaler, parce que c'était quand même le rendez-vous que j'ai eu, il était très douloureux pour moi. Donc voilà. Donc c'est un élément fort en plus qui me convainc qu'une réorganisation était nécessaire et qu'on élimine beaucoup de strates. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, la 5e délibération, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Avant de passer la parole à M. Chouin, je voudrais dire quelques mots. Donc, avant d'entrer dans le détail du premier rapport d'orientation budgétaire de notre mandat, je souhaitais partager avec vous, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous suivent sur Facebook, la ligne de conduite qui guidera nos choix budgétaires jusqu'en 2026. Ces dernières années nous ont confirmé que nos sociétés devaient se transformer si l'on souhaitait pouvoir continuer à y vivre correctement. Il n'est, en effet, plus question de savoir s'il faut changer de modèle ou non. Il faut, au contraire, hâter les mutations de nos modes de consommation, de production, de déplacement. Plus profondément encore, les changements seront aussi dans nos modes de vie, nos rapports collectifs, dans la gouvernance et l'action publique. La crise des Gilets jaunes et maintenant la crise sanitaire nous rappellent que cette transition peut être difficile, mais qu'elle est inéluctable. Cette transition à la fois environnementale, sociale et économique est au cœur de notre contrat municipal qui vise à faire de Bernay une ville responsable, accueillante et solidaire dans une politique d'excellence rurale. C'est donc tout naturellement que cette transition imprègne fortement nos orientations budgétaires. Car Bernay ne peut s'extraire de la réalité. La réalité, c'est aussi, comme M. Chouin nous l'expliquera, des faibles marges de manœuvre qui nous contraignent à la sobriété et à la planification budgétaire. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, car cela fait les gros titres depuis des années. La différence, c'est que, dorénavant, c'en est fini des jeux d'écriture flatteurs et des annonces mirifiques qui font bien sûr un CV politique, mais qui n'aboutissent jamais faute de moyens. Nous devons cette transparence aux Bernéens. De tout ceci, je sais que nous allons en débattre ensemble ce soir. C'est un débat indispensable à la démocratie locale. Je vous invite néanmoins, chers collègues, à la responsabilité. En effet, en tant que majorité, il est de notre responsabilité de définir un budget qui répond aux exigences réglementaires. Un budget également réaliste par rapport aux attentes de la population ainsi que par rapport à nos capacités à réaliser les projets. Il en est de même pour vous qui représentez d'autres sensibilités au sein de cette Assemblée. Car n'oublions jamais que nous sommes toutes et tous réunis ici pour, séance après séance, contribuer concrètement au dynamisme de Bernay dans le souci de l'intérêt général. Voilà ce que je tenais à vous dire en préambule de la lecture du rapport d'orientation budgétaire. Je passe dès à présent la parole à M. Chouin. Merci, Madame le maire. Donc, je vais commencer par vous rappeler quelques éléments de contexte. Vous l'aurez bien remarqué, l'année 2020 a été une année de transition, marquée notamment par l'arrivée d'une nouvelle équipe à la gouvernance en juillet dernier. Mais 2020 a également été une année perturbée par la crise sanitaire qui a mis à rude épreuve les agents de la collectivité et contrarié nos ratios financiers. Malheureusement, nous ne faisons pas exception.
la crise sanitaire a donné un coup d'arrêt à la dynamique d'évolution des recettes du bloc communal, toutes strates confondues, de l'ordre de moins 1,6%, et provoqué également un effondrement de l'épargne brute de l'ordre de 32% en moyenne, selon le rapport de la Cour des comptes relatif à la situation financière des collectivités en 2020. Ce même rapport prévoit un rattrapage partiel en 2021 de l'ordre de 10% et une stabilité en 2022. Je suis convaincu que vous avez tous pris connaissance du rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2021 qui vous a été adressé samedi 20 février dernier, par mail. Ce même ROB a été présenté lors de la commission des finances mercredi dernier. Vous l'avez, pour un grand nombre d'entre vous, en format papier par devant vous. Comme vous le savez, le ROB constitue la première étape dans le cycle budgétaire des collectivités et il n'a aucun caractère décisionnel. Je vais donc vous en faire une présentation synthétique pour vous éviter de sortir un peu trop tard, étant donné que nous sommes, je vous le rappelle, en couvre-feu. Donc pour ce qui concerne la section de fonctionnement, nous avons assisté en 2020 à des dépenses de fonctionnement en forte hausse de l'ordre de 5%. Ceci s'explique d'une part par une hausse des charges de personnel de l'ordre de 3%, ce qui équivaut à 271 000 € en 2020, et expliqué par les éléments principaux suivants. D'une part, l'impact des 69 avancements de grade de 2019, ainsi que des 12 avancements de grade décidés en juillet 2020, juste avant les élections, pour 32 000 €. Cela est dû également à une revalorisation mécanique indiciaire des salaires pour 48 000 €, une prime Covid et des heures sup liées au Covid pour 33 000 €, et l'impact des entrées et sorties des non-titulaires pour 150 000 €. En complément de tout cela, nous avons également eu à subventionner de façon imprévue pour 265 000 € en plus du budget prévu et initial au CCAS. Et enfin, nous avons dû abandonner pour 75 000 € de créances antérieures devenues irrécouvrables. Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement à caractère général du chapitre 11, elles sont en très faible hausse de l'ordre de 11 000 €, la crise ayant entraîné des dépenses complémentaires pour 124 000 € en masques, gel, plexiglas, maraudes, etc., etc. Mais nous avons également assisté à des baisses de dépenses de fonctionnement de structures à destination du public de l'ordre de 190 000 €, et cela concerne surtout l'événementiel, le théâtre, le musée, la cuisine centrale et toutes les dépenses engagées pour ce qui concerne la jeunesse. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles sont également en baisse de l'ordre de 1,95%. Cela est dû d'une part à la crise, suite à la fermeture des lieux et établissements publics, donc théâtre, musée, multi-accueil, centres de loisirs, cantines, garderies et j'en passe. Une baisse des flux de circulation, donc là je parle de la circulation automobile, donc moins de stationnement, et 45 000 € de subventions associées à la médiathèque et aux événements sportifs également. Une baisse de la contribution de l'Intercom Bernay de Terre de Normandie pour 126 000 € et une baisse des dotations et participations à hauteur de 130 000 €, c'est-à-dire une baisse sur la dotation globale de fonctionnement ainsi que sur les aides du département. Sur la section investissement, des recettes d'investissement hors emprunt en hausse de 80%, et cela est dû essentiellement au montant de l'excédent de fonctionnement 2019 affecté à 2020 pour un montant global de 2 171 000 €.
qui sont à comparer aux 1 168 000 € de 2019. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, hors dette, elles sont en baisse de 13,81%, et cela est lié à l'arbitrage de la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire une nouvelle orientation politique et un état des finances de la collectivité qui ne nous permettait pas d'envisager réaliser tout ce qui avait été prévu précédemment. Pour ce qui concerne l'épargne brute, il est en chute. Une forte dégradation de cette épargne de 50% à 851 000 € contre 1 738 000 € l'année précédente. Et cela est dû à l'effet conjoint de la hausse des dépenses de fonctionnement et à la baisse des recettes de fonctionnement contraintes par la crise sanitaire. Notre collectivité, malgré un engagement fort de ses agents, affiche un fort repli de son épargne brute de l'ordre de 50% par rapport à 2019. Notons simplement que l'épargne brute de 2019 a bénéficié de quelques éléments en sa faveur, 239 000 € de versement de la caisse d'allocation familiale du solde 2018, non rattaché à 2018 mais à 2019, l'intégration des résultats de l'assainissement collectif pour 974 000 € en fonctionnement et 483 000 € en investissement en 2018, et qui avait bénéficié au ratio de 2019 par un recours moindre à l'emprunt, malgré une augmentation des dépenses d'équipement de 30%, et donc une baisse des annuités d'emprunt de l'ordre de 300 000 €. Donc désormais, je vais passer aux orientations retenues pour 2021. Donc dans un contexte toujours incertain, et cela est lié évidemment à la crise, les orientations 2021 vont devoir concilier le déploiement des engagements de notre contrat municipal et l'amélioration de la situation financière de la collectivité. Pour ce qui concerne le fonctionnement, en matière de dépenses, il est impératif de maîtriser nos dépenses de fonctionnement dans un contexte de crise qui, je vous le rappelle, mais ce serait vous faire injure, qui est toujours donc incertain. L'objectif global de stabilité des dépenses de fonctionnement, à moins 0,6% par rapport à 2020, et qui représenterait 12 777 kg contre 12 856 kg l'année précédente. Et pour maîtriser ces dépenses de fonctionnement, il est indispensable de maîtriser les dépenses de personnel. Et pour cela, nous compterons limiter la hausse de ces dépenses à 0,4%, parce que le poids de ces dépenses de personnel représente 68% des dépenses de fonctionnement et demeure toujours très élevé par rapport à notre strate, qui, elle, se situe à 59%. Et pour cela, nous allons tenter de retravailler sur l'organisation et les régimes indemnitaires. Et nous allons également limiter le recours aux contrats précaires pour surcroît d'activité en imposant plus de présence terrain des titulaires responsables, ainsi que nous essaierons d'éviter de remplacer les départs en retraite. Nous allons également tenter de revenir à une meilleure maîtrise des dépenses du CCAS avec une subvention estimée à 250 000 € comparativement à 540 000 € en 2020. Et pour cela, nous avons prévu de renégocier avec la Siloge le contrat qui nous lie avec cet organisme concernant le FRPA. Le FRPA, donc la résidence Liliane Carpentier. Et nous avons également intégré, par mesure de prudence, dans ces dépenses, une enveloppe pour dépenses imprévues de l'ordre de 223 000 €. Pour ce qui concerne les recettes, nous souhaitons améliorer le niveau des recettes de fonctionnement, et ce, malgré la stabilité du taux d'imposition. Donc nous allons pratiquer la vente de foncier non bâti pour 1 million € à destination d'industriels conquis par notre territoire, qui a été fortement promu par l'équipe municipale. Il s'agit de 4 parcelles sur le secteur de l'aérodrome, route de Thiberville donc,
une parcelle sur la Malouve et une parcelle sur la ZAE du Bois du Cours. Nous allons assurer le paiement des services de la ville en matière de garderie, accueil de loisirs, cantine scolaire. Parce que jusqu'à présent, nous avions remarqué qu'un certain nombre de Bernayens évitaient de s'acquitter de la redevance des services qu'ils utilisaient pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Nous allons trouver de nouvelles ressources en déployant les axes de la convention du contrat territorial global et profiter des opportunités offertes par Petites Villes de demain, ainsi que le plan de relance en termes de subventions et d'ingénierie. Pour ce qui concerne les investissements, les dépenses d'investissement, nous allons tenter de les relancer par une dynamique soutenue de l'ordre de 50%, à 4 623 000 € contre 3 147 000 € en 2020. Et ce, en mettant en œuvre en 2021 des actions du contrat municipal et dans l'engagement de faire de Bernay une ville accueillante, responsable et solidaire. Et tout cela, nous allons le faire d'une part par la création d'espaces ludiques. Donc je vous rappelle que nous avons prévu des city parks, un skatepark sur la prairie de la Charentonne. Nous avons également prévu la rénovation des trottoirs ainsi que certaines voiries et la modernisation de l'éclairage public, la végétalisation des cimetières, le renforcement du dispositif de vidéoprotection et le recrutement de 3 policiers municipaux, la refonte du plan local d'urbanisme, les travaux de mise en sûreté de la basilique Notre-Dame de la Couture, la rénovation de l'accueil de loisirs, la modernisation de la restauration scolaire, notamment celle de la cuisine de Paul Bert, ainsi que des bureaux. Et enfin, l'étude de l'aménagement de la halle Sainte-Croix. Pour ce qui concerne les recettes, nous considérons que nous aurons une hausse des recettes d'investissement de l'ordre de 14%, et cela est lié à l'augmentation des subventions, malgré la baisse de l'excédent affecté, qui ne sera que d'1,4 million comparativement à 2 171 000 en 2020, ainsi que du recours à l'emprunt pour 1 million seulement, contrairement à l'année précédente pour laquelle nous avions emprunté 1 173 000. En parallèle de cela, nous aurons également, en matière de recettes d'investissement, nous comptons sur une hausse de la FCTVA pour une somme de l'ordre de 180 000 €. Non, une hausse de 180 000 €, c'est-à-dire que nous escomptons une FCTVA à 588 000 € cette année contre 408 000 l'année précédente. Et nous comptons également profiter de subventions accessibles via le programme Petites Villes de demain au travers de la région, du département, de la DRAC, et j'en passe, et des meilleurs. Nous comptons maîtriser le niveau d'endettement à 14 300 000 €, contrairement à l'année précédente où nous en étions à 14 800 000 €. Et cela grâce au doublement de l'épargne brute, puisque nous devrions passer de 851 000 € à 1 679 000 €. Et vous l'avez noté, M. Chouin, des dépenses consenties 2020-2021 par les communes dans le cadre de la crise sanitaire, c'est-à-dire les pertes de recettes, comme par exemple, pour que ça soit bien clair dans la tête de nos administrés et concitoyens, par exemple la gratuité, la location des salles qui ne peut pas être effectuée actuellement, les recettes en berne parce qu'il n'y a pas de billetterie, etc., etc. Et je n'oublie pas, par rapport à l'analyse que je fais du gouvernement, qu'il est à l'origine de la fermeture de notre maternité et que, aujourd'hui, la lenteur des vaccinations est un vrai problème. Par ailleurs, et je vais y revenir tout à l'heure dans la démonstration locale de ce qui fait notre différence, c'est l'abandon de la loi Grand Âge et Autonomie. Alors bien sûr,
nous partageons avec vous ces valeurs fortes que vous avez décrites, qui sont celles du sens du service public, de l'engagement. Je rappelle que notre liste s'appelait « Pour une ville engagée, écologique et solidaire », et la coopération entre nos collectivités, et ça va plutôt dans le bon sens. Mais comme vous le savez, et nous l'avons écrit dans le bulletin de Bernay Info, qui est en cours de distribution, et qui est un excellent outil pour montrer la façon dont la ville est gérée, gouvernée, et quelles sont ses orientations. Comme vous le savez, parce qu'on l'a écrit dans la tribune de ce bulletin qui est actuellement distribué, notre priorité à bien vivre à Bernay, c'est la santé et l'éducation. Et je pense que dans les orientations budgétaires, et tout du moins dans le PPA, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord, particulièrement dans la culture et le patrimoine, pour le PIAF, avec ses ateliers ou ses résidences d'artistes, la restauration du patrimoine comme la basilique de la Couture, l'engagement pour une meilleure circulation, une meilleure fluidité comme boulevard Verdun, le cinéma bien sûr, la voirie et les espaces publics qui sont en cours d'amélioration, les travaux dans les cimetières et la végétalisation de notre ville, tout ceci va dans le bon sens. L'amélioration des lieux et des équipements de restauration, l'ADAP accessibilité aussi, la modernisation des services, et bien sûr, pour ce qui concerne les équipements, modernisation, accueil de loisirs, patrimoine scolaire, parc urbain sportif, comme vous l'avez décrit ici, mais dont on a eu les détails en commission, ainsi que la refonte d'un système informatique et bien sûr les autres investissements, tout ceci va dans le bon sens. Néanmoins, comme vous le savez, l'extension de la vidéosurveillance à Bernay, nous pensons que ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Engager 213 000 € en 2021, 150 000 € en 2022, soit plus de 350 000, même si c'est subventionné à 30 ou 40%, ça reste de l'argent public, je pense que ce n'est pas une priorité. Je n'ai pas envie de rentrer aujourd'hui, et je pense que vous non plus, dans le débat sur l'intérêt ou pas, ou la pertinence ou pas de la vidéosurveillance sur notre territoire, mais plutôt, je préférerais avec mes amis que ces sommes soient affectées aujourd'hui dans le cadre de la crise sanitaire, dans le secteur de la santé et de l'éducation et du maintien de l'emploi, si fragilisé avec cette crise sanitaire. Aujourd'hui, l'urgence, et vous l'avez dit, c'est davantage de maraude, c'est davantage de lutte contre le logement dégradé, c'est aussi l'installation, et vous l'avez déjà répété plusieurs fois, de médecins généralistes et spécialisés dans notre collectivité. Je pense qu'il faut aussi davantage de bienveillance envers nos administrés et concitoyens, lassés par les mesures liées à la crise et qui vivent comme une injustice la situation actuelle, avoir ces courriers qui arrivent en mairie, dont nous sommes destinataires aussi, de nos concitoyens qui demandent quand vont rouvrir médiathèques, quand vont rouvrir musées, quand vont rouvrir PIAF, quand la maison des associations va pouvoir être mise à disposition pour, comment dirais-je, se réunir, pour faire marcher les associations. On sait que ce n'est pas facile, néanmoins c'est une attente forte et nous, élus, on a une responsabilité pour y répondre. Et puis, je vous le disais, parce que ce n'est pas nouveau ce que je vais vous dire, entre une télésurveillance avec l'embauche de policiers municipaux, nous sommes favorables à l'embauche d'éducateurs spécialisés, de terrain, puisque vous parlez de terrain souvent, qui soient, comment dirais-je, en prévention plutôt que la télésurveillance. Et puis, bien sûr, puisque je vous parlais de santé, aujourd'hui, avec notre population dont 30% est âgée, nous avons besoin d'un EHPAD réhabilité ou reconstruit, car il est vieillissant, il est à reconstruire. Et aujourd'hui, il y a urgence à apporter toute notre attention sur le grand âge et l'autonomie. Et donc, sans démagogie aucune, mais parce que nous sommes les yeux et les oreilles de nos concitoyens et tous ici, on voit bien que la priorité elle est sur le domaine de la santé avec cette crise sanitaire qui nous mord à la nuque, plutôt que l'installation d'une télésurveillance dont on pourrait discuter, mais ce n'est pas le lieu ce soir, et dont j'espère que nous aurons l'avancement dans ces projets de télésurveillance
Ce n'est pas la priorité et je regrette que cela figure dans vos orientations budgétaires 2021. On aurait pu attendre davantage et donner un peu plus de place sur les questions de santé que vous ne négligez pas, mais auxquelles il faut apporter un plus aujourd'hui dans notre population. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Ditch. Alors déjà, l'investissement de la vidéosurveillance, c'est de l'investissement. L'embauche de médiateurs ou d'éducateurs spécialisés, c'est du fonctionnement. J'en ai longuement discuté avec votre ami Sébastien Thibault. On est d'accord sur plein de sujets sur cette question de vidéosurveillance. Et on a acté que pour voir si ça avait un impact sur la jeunesse, comme il l'a écrit dans un... c'est que la prairie de la Charentonne aura une vidéosurveillance et on fera des tests pour voir si ça impacte la jeunesse. Mais on était d'accord sur l'ensemble du sujet. Concernant les maraudes, vous savez que depuis le mois de septembre, nous avons remis en place les maraudes. Les maraudes passent 2 fois par semaine chez les Bernéens et même on l'a étendu sur le territoire de l'intercommunalité avec le CIAS. Et en parallèle, comme le PIAF médiathèque était fermé pendant le confinement et le musée, le personnel volontaire de ces 3 structures ont été chaque jour faire de la lecture, de la promenade, jouer avec des jeux avec tous les Bernéens qui étaient des personnes vulnérables. Concernant le logement dégradé, alors je peux vous dire que c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps avec le logement dégradé parce que nous avons la commission de logement dégradé qui est très active et qui, je ne vais pas dire presque tous les jours, mais c'est presque ça, se rend chez des Bernéens pour constater les logements qui sont insalubres. Parce que je peux vous dire que bon nombre de propriétaires n'ont pas honte de louer des logements dans cet état-là. Donc, à chaque fois, il y a un rapport, on transmet au département pour qu'il y ait action, et il y a de l'action. Concernant la santé, l'EHPAD, comme vous l'avez pu constater, dès que nous sommes arrivés à la gouvernance, j'ai sollicité les médecins praticiens de l'hôpital, les médecins de ville, pour voir comment on pouvait faire fonctionner notre hôpital, faire fonctionner notre médecine en ville. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, le directeur régional de l'ARS s'est déplacé à Bernay en personne pour constater l'état de notre EHPAD. Aujourd'hui, notre EHPAD, il est remis aux normes, enfin, c'est la première partie, c'est la remise aux normes pour la sécurité. Il fallait assembler les deux SSI, parce qu'il y avait 2 SSI différents. On a convenu aussi qu'on va travailler avec le département sur la construction d'un nouvel EHPAD, un peu plus petit, parce qu'aujourd'hui, nous avons 287 places sur l'EHPAD actuel et il n'est pas occupé en totalité. Donc, de reconstruire un nouvel EHPAD. Donc, ça, c'est encore. Le directeur régional, en venant, a acté des nouvelles urgences donc, pour l'hôpital. Avec M. Chouin, nos samedis matins, nous faisons visiter à des dentistes notre ville pour qu'ils viennent s'installer. Vous avez pu constater aussi qu'il y a un nouveau médecin qui est arrivé. Une nouvelle médecin, une médecin femme devrait aussi pas tarder à arriver puisqu'elle a acheté un terrain à Bernay pour construire. Donc petit à petit, on fait toutes les démarches. On est très actif sur ce sujet avec M. Chouin pour faire venir de nouveaux médecins, puisqu'on sait que dans 2 à 3 ans, rien que pour les dentistes, on sait déjà qu'il n'y aura plus que 3 dentistes à Bernay. Donc voilà. On fait le maximum. Enfin, en tous les cas, on met toute notre énergie pour qu'on retrouve de la santé à Bernay, qu'on retrouve de la... du bien-être à Bernay. On met en place tout ce qu'on peut mettre en place pour que les Bernéens vivent ce confinement le mieux possible. Je suis d'accord avec vous, il est temps que toutes ces structures rouvrent, même les commerces dits non essentiels en ce moment, les restos et les bars. Il faudrait que ça ouvre très rapidement parce qu'on voit bien qu'il y a un glissement de la population. On constate de jour en jour le glissement. Voilà. En tous les cas, merci pour vos... Ah, Madame Eudes veut parler.
Merci Madame le maire. Pour compléter un petit peu le dossier sur les visites solidaires, nous accueillons lundi 2 services civiques qui vont être formés aux gestes d'urgence et qui auront pour mission justement de renforcer les liens sociaux, de se rendre chez les Bernayens et justement au plus près de la population pour pouvoir faire remonter des informations qui sont pour nous capitales. Au sujet de la vaccination aussi, pratiquement tous les résidents de la résidence Liliane Carpentier ont été vaccinés. Ils ont eu aujourd'hui la 2e dose du vaccin. Et en fait, on met vraiment un point d'honneur à faire très attention à nos seniors et à nos Bernayens en général. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Schlumberger. Oui. Je ne vais pas revenir sur la santé, le bien-être et la culture, car le sujet a été évoqué, et en tout état de cause, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce sont des piliers essentiels de notre ville, et il est urgent que tout ça, en tout cas pour ce qui est de la culture et du bien-être, puisse reprendre sa marche normale. Mais je voudrais surtout aujourd'hui saluer l'engagement et l'ambition de votre équipe, Madame le maire, à poursuivre le travail de désendettement de la ville qui avait été entrepris par votre prédécesseur, M. Bonamy. Nous serons attentifs aux résultats qui découleront de vos actions et nous prenons note que votre objectif est bien de redonner de la capacité d'autofinancement en continuant le désendettement, ainsi que de réduire la part de la masse salariale dans les charges de fonctionnement. Tout cela est essentiel si Bernay veut pouvoir regarder devant et se projeter dans un avenir de modernité. Donc vous avez tout notre soutien dans cette ambition. Malgré cela, et malgré ce soutien pour votre ambition d'assainissement, nous déplorons dans le plan pluriannuel d'investissement l'absence de 2 édifices majeurs de Bernay que sont l'hôtel de la Gabelle et l'église Sainte-Croix. Je voulais souligner ce point. Ce sont des édifices qui sont très malades. Je ne suis pas le premier à en avoir parlé. Beaucoup a été dit et écrit à ce sujet. Et comme je viens de le dire, je déplore que cela ne figure pas dans le plan pluriannuel d'investissement. Je serais heureux d'entendre votre commentaire à ce sujet. Merci, M. Schlumberger. Concernant la Gabelle, c'est un dossier sur lequel on travaille beaucoup. Moi, je ne suis pas du genre à parler, à dire, voilà, la Gabelle-ci, la Gabelle-ça. Quand on sera prêt pour ce dossier, on reviendra devant vous. On ne l'a pas prévu au budget de cette année, c'est normal, puisqu'on est en étude, mais dès l'année prochaine, vous pourrez voir qu'il y aura des crédits affectés pour la Gabelle. Concernant l'église Sainte-Croix, vous avez raison, c'est aussi un édifice qui a beaucoup de travaux à faire. Seulement, comme vous avez pu le constater, notre budget, il n'est pas extensible. Moi, j'aimerais bien pouvoir inscrire au budget 2021 tous les investissements dont a besoin cette ville. L'église Sainte-Croix, on l'a mis en sécurité pour l'eau. Le plus important était la basilique. Vous voyez que sur la basilique, hors les vitraux, il y en a pour 1 650 000 €. Sainte-Croix, il sera dans le PPI peut-être 2022-2023, je ne peux pas vous le dire. Nous, on annonce ce qu'on va être capable de faire. Moi, je ne veux pas écrire un PPI jusqu'en 2026 si je ne suis pas certaine d'assumer ces travaux. Donc, on y va modérément, on sait ce qu'on pourra faire, ce qu'on a inscrit, on le fera. Ce qui n'est pas inscrit pour l'instant, je ne peux pas vous le garantir. Mais une chose est certaine, quand on aura fait la basilique, aussitôt après, ou même, parce que la basilique, il y en a quand même pour 4 ou 5 ans avec là, et même un peu avant, on s'occupera de l'église Sainte-Croix. Mais l'urgence, parce que la structure de la basilique était quand même atteinte. Donc l'urgence, c'était quand même à mettre les investissements sur ce monument. Voilà. Et donc pour la Gabelle, je pense que dès 2022,
Vous pourrez le voir en commission, parce qu'on travaille déjà sur ce dossier. Mais comme ça implique beaucoup d'institutions et de partenaires, c'est un petit peu plus long. Mais on ne l'a pas mise de côté. Au contraire, c'est une de nos priorités. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, il n'y a pas de vote pour le ROB. Donc, je prends acte et je vous remercie de vos soutiens. Alors, 6e délibération, institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales. Je donne la parole à Monsieur Chouin. Merci, Madame le maire. Donc, la loi nous autorise à instaurer une taxe sur les friches commerciales et elle est prévue dans l'article 1530 du Code général des impôts. Elle s'applique aux biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, je vous rappelle que ça peut concerner des immeubles de bureaux, des immeubles utilisés à des fins commerciales, des parkings de centres commerciaux, des lieux de dépôt et des lieux de stockage qui ne sont plus affectés donc à la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et dont l'absence d'exploitation n'est pas indépendante de la volonté du propriétaire. Le taux d'imposition est fixé par la loi et est progressif dans le temps. Il est fixé à 10% la première année, 15% la deuxième année et 20% à compter de la 3e année d'imposition. La taxe est assise sur le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe sur les friches commerciales est instituée en vue de lutter contre un phénomène de rétention foncière, de maîtriser les loyers trop importants, enfin, les quelques loyers trop importants du centre-ville, et ainsi permettre leur remise sur le marché. Je vous remercie, Madame le maire. Y a-t-il des questions? Monsieur Schomberger. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative et rappeler que la chasse aux bâtiments vides de la ville faisait aussi partie de notre programme. Donc je me réjouis de ce que vous entreprenez là. Pour avancer, il existe toujours 2 leviers, le bâton et la carotte. Vous nous proposez aujourd'hui le bâton. Je voudrais proposer que vous étudiez aussi la carotte. Il existe des dispositifs incitatifs d'aide à la rénovation. Je vous invite donc à mettre en place au sein des services une équipe qui pourrait aider les propriétaires, communiquer avec eux, les approcher de telle sorte qu'ils soient accompagnés dans ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire une remise à niveau de notre bâti. Et je profite de mon intervention pour dire que ce que je dis s'applique aussi au point 7 qui vient après. Sur les habitations, je ne vais pas dire 2 fois la même chose. Sans aller très loin, nous savons tous que Pont-Audemer a mis en place des dispositifs dans ce sens et je suis sûr que d'autres villes l'ont aussi fait. Voilà, je voulais avoir votre commentaire à ce sujet. Alors, vous avez raison, j'ai choisi le bâton. Et la carotte, elle viendra après, parce que vous savez que pour pouvoir profiter de l'ORT, c'est-à-dire de l'opération de revitalisation, il fallait qu'on soit lauréat de Petites Villes de demain. Dès que nous aurons signé la convention officielle de Petites Villes de demain avec l'intercommunalité et l'État, l'opération de l'ORT, comme on appelle ça, l'opération de revitalisation, se mettra en place directement. Avant, je ne peux pas donner de carotte. Dès lors qu'on l'aura signé, la carotte, elle arrivera. La ville de Bernay souhaite développer le mécénat en partenariat avec l'ensemble des acteurs du développement économique dans la valorisation et la promotion de diverses actions. Le conventionnement est nécessaire pour régir les relations entre la ville de Bernay et les entreprises ou associations mécènes.
Il vous est donc proposé d'approuver le modèle de convention de mécénat proposé aux entreprises et associations pour la formalisation de leurs dons auprès de la ville de Bernay et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention, les éventuels avenants et à procéder à toutes les opérations s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Monsieur Schomberger. Oui, vous proposez un mécénat au profit de la ville de Bernay, et j'imagine sans doute pour aider à la restauration de nos bâtiments, notamment, et nous nous en réjouissons. Il sera important de communiquer sur cette initiative et d'expliquer aux entreprises qu'une ville plus belle, plus attractive, c'est aussi un atout commercial pour elles, c'est-à-dire qu'au-delà de l'idée de rendre à la société ce qu'elle peut vous apporter, il y a aussi un intérêt économique à embellir le cadre dans lequel on évolue. Je pense qu'il sera important aussi de mettre en valeur ces entreprises en les citant. Je vous laisse imaginer les formes que cela peut prendre, mais il faut savoir reconnaître les gens qui s'engagent. Le propos de mon commentaire est le suivant. Vous semblez pour l'instant limiter le mécénat aux entreprises. Et je voulais vous proposer ce soir d'élargir cette initiative à tous les Bernayens, notamment en collaboration avec les commerçants. Il vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous proposez d'arrondir à l'euro supérieur ou de rajouter 25 centimes sur un achat au profit d'une association diverse. Je crois que les Bernayens seraient très fiers, pour ceux qui en ont les moyens, de pouvoir participer à ce mécénat. Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que cette idée trouvera résonance auprès de vous. Merci, Monsieur Schomberger. Pour les dons, pour les Bernayens, ça viendra dans une prochaine délibération, parce que ce n'est pas si simple que ça à mettre en place pour les dons des personnes. Concernant les commerçants, vous avez des commerçants dans votre groupe, demandez-leur s'ils sont prêts à majorer de 25 centimes ou 20 centimes leur fourniture, et s'ils veulent bien participer, parce que la difficulté, c'est plutôt de faire participer les commerçants à cette action. On l'a rencontré, on l'a vu pendant la période de Noël, où nous avons mis en place une tombola. De nombreux commerçants ont eu beaucoup de difficultés à adhérer à ce que nous proposions. Il a fallu bientôt les supplier pour dire, mais donnez des bons, accrochez juste le ticket. Beaucoup de commerçants étaient contre cette idée-là. Voilà. Donc j'espère que les commerçants vous entendront et qu'ils voudront bien participer à cette forme de mécénat, en récoltant cette forme de mécénat. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, 11e délibération. Création de la commission consultative du marché hebdomadaire. Je redonne la parole à Monsieur Lemercier. Merci Madame le maire. Le marché hebdomadaire du samedi matin est un élément essentiel de la vie économique et sociale de Bernay. La ville soutient le marché hebdomadaire et est désireuse de le faire en pleine concertation avec des représentants des commerces sédentaires et non sédentaires. Il est proposé au conseil municipal de créer la commission consultative du marché et d'en définir la composition de ses membres. Y a-t-il des questions? Monsieur Ditch. Merci Madame le maire. Cet après-midi, en allant à la poste, je me suis retrouvé devant un groupe d'usagers qui, en grande conversation, posait déjà des jalons sur des discussions qui ont pu avoir lieu, comme quoi une partie du marché autour de la poste pourrait être supprimée. J'ai rencontré aussi des commerçants qui étaient inquiets
Et donc, je me demande quelle adéquation y a-t-il entre la mise en place de la commission consultative qui devrait, à mon avis, commencer à réfléchir et à émettre des hypothèses, et l'état des conversations dans notre ville sur des hypothèses qui sont déjà, comment dirais-je, au cœur des échanges entre comment dirais-je, entre citoyens habitant certaines zones de la ville de Bernay. Donc je me demande si on n'est pas un peu en retard par rapport déjà au débat, et si celui-ci, je le souhaite, j'espère qu'il n'est pas clos déjà. Voilà. Donc c'est voir un petit peu, comment dirais-je, en termes de timing, s'il n'y a pas un petit décalage par rapport à ce que dit la rue, en quelque sorte. Voilà. Mais ce n'est pas l'essentiel de mon intervention. Bon, je vais quand même vous répondre, oui. Monsieur Ditch, sur le transfert du marché Place de la Poste. C'est vrai, il y aura transfert du marché de Place de la Poste. Et la question, c'est pourquoi? À votre avis, pourquoi on a décidé de déplacer le marché de la Poste? C'est une question de sécurité. Quand vous voyez la rue de Morsan, quand on prend la rue de Morsan, un camion fou, une voiture folle, qui arriverait dans le marché et qui irait directement sur le commerçant qui est Guigui dans l'angle, moi je ne veux pas avoir la responsabilité de ce qui pourrait arriver à la population bernéenne. Mon objectif, c'est de protéger les Bernéens. Le fait du marché, c'est vrai que les commerçants de la Poste, ils vont être déplacés. C'est-à-dire que le marché va commencer à l'angle de la rue où il y a l'agence immobilière. Il va commencer à partir de là. Et les commerçants, ils vont être déplacés sur le parking de la place de l'Hôtel Dieu. On va descendre jusqu'à la place Sainte-Croix et on descendra le marché jusqu'au Pont-Ravet. Comme diraient certains commerçants de haut de la Poste, que c'est pour favoriser une de nos conseillères municipales. Franchement, quand on arrive à des réponses comme ça, franchement, je trouve que si c'est pour favoriser juste une de nos conseillères municipales, non. C'est aussi pour redonner la vie à ce quartier du Pont-Ravet qu'on a longtemps oublié. Et puis, je tenais aussi à vous préciser qu'il y a quelque temps encore, certains commerçants de la place de la Poste disaient que le marché, ça ne leur rapportait rien, puisque le samedi matin, la population était concentrée uniquement sur le marché. Aujourd'hui, ils viennent dire « au secours, on ne va plus avoir de clientèle ». Voilà, ça suffit maintenant. Moi, je dis, et je ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui peut arriver, parce qu'on dit toujours que ça arrive ailleurs, chez les autres. Moi, je n'ai pas envie que ça arrive à Bernay, un camion fou qui arrive ou une voiture folle. Samedi dernier, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un camion qui est arrivé par le côté où il y a Orange, là, le magasin, la boutique Orange, qui est arrivé en sens interdit, parce qu'il n'a pas le droit de prendre cette sortie du parking, mais qui est même arrivé sur le marché. Alors si ça n'inquiète pas la population ou les commerçants, moi ça m'inquiète. Et en tous les cas, je ne veux pas être responsable de ce qui pourrait arriver. Donc pour moi, c'est une question de sécurité. On le voit bien que le samedi matin, quand les voitures arrivent, rue de Morsan, que les gens y traversent, surtout l'été, l'hiver il y a un peu moins de monde, mais surtout l'été, franchement c'est quand même irresponsable de pouvoir continuer comme ça. Voilà. Concernant la commission consultative, il y a longtemps qu'elle aurait dû être en place, elle n'a pas été mise en place, donc on la met aujourd'hui en place pour avoir une relation avec les commerçants non sédentaires et aussi certains commerçants sédentaires qui ne veulent pas de camelots, on va comme les camelots, ou des producteurs locaux devant leur commerce. Il faut quand même une unité de continu pour tout le marché. Donc voilà. Alors, Madame le maire, je n'avais pas terminé mon intervention. Ah pardon. Mais ce que je voulais vous dire, ce n'était pas l'émission d'un avis sur ce qui est dit. C'était sur la méthode. Parce que ce que vous dites, je le partage. Mais sur la méthode, c'est-à-dire que mettre en place une commission consultative alors qu'il semble qu'est réglée la nouvelle disposition du marché, tout du moins sur la question de la place de la Poste, place Paul Déroux, c'est cela qui m'interpelle.
qu'il y ait une vraie comment dirais-je, discussion, échange, de propositions sur l'évolution du marché, ça me paraît très juste, très légitime, et je vous félicite de mettre cette commission en place. Mais c'était le fait que, finalement, la discussion, le débat va peut-être arriver à un moment où, je ne dis pas que le choix est complètement tranché, mais au moins vous avez affirmé des positions, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je voulais intervenir sur un autre sujet pour profiter de cette délibération, pour poser une question de fond. Et ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question que je pose depuis des années. Avec mes amis, nous sommes favorables à un retour en régie communale du marché. Comme vous le savez, la société Géraud, ce n'est pas une société quelconque, hein, c'est un groupe. Le groupe Géraud, c'est un leader européen qui fonctionne avec 300 collectivités, 1300 marchés par semaine en France et au Royaume-Uni. Des galeries commerciales, 850 salariés en France, 350 en Angleterre. Il gère aussi des parcs de stationnement. Bref, avec un capital social qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas une petite société comme ça, locale. Et moi, je me dis qu'il y a des marchés dans notre département, dont un des plus grands, celui du Neubourg. Et j'étais déjà intervenu du temps de M. Bonamy maire, du temps de M. Moret maire et du temps de M. Bourdin maire, sur cette question-là. Il fut une époque, du temps de M. Bourdin, c'était cela, nous avions une gestion municipale du marché, avec des agents qui avaient été formés, salariés, entre autres il y avait l'appariteur, hein, ce qu'on appelait dans le temps le garde champêtre, qui plaçait, etc., etc. Et donc moi je dis toujours que quand on fait un retour en régie, comme pour d'autres choses, eh bien ça évite dans le coût de la prestation qu'on ait à rémunérer les actionnaires de ces grosses entreprises. Et si ça existe dans le département, je pense que ça peut être aussi mis en discussion dans le cadre de cette commission. Parce que cette commission consultative du marché, elle fait partie du marché de prestations de services qui a été attribué à la société Géraud. Si je comprends bien, la mise en place, l'animation, l'organisation, la rédaction des comptes rendus, mais de l'envoi des courriers, etc., va être fait par le groupe Géraud. C'est-à-dire qu'on perd un peu la main sur le débat général public que nous pourrions mener. Et dans ces questions-là, il y a cette question qui, pour nous, est essentielle, c'est le retour en régie. Alors, très bien, Monsieur Ditch. Donc, on va tout vous dire. Monsieur Le Mercier et les employés de la collectivité donc, ont été voir plusieurs marchés qui étaient en régie. Et donc, nous travaillons sur ce dossier. Alors, concernant, vous avez raison de dire qu'on met la commission en place alors qu'on a pris la décision de transférer le marché. Le transfert du marché, c'est une question de sécurité. Et ça, là-dessus, je veux dire, je ne céderai pas. Le transfert du marché se fera. Après, la vie du marché au quotidien et autres, ce sera à travers la commission. Voilà. Mais d'ores et déjà, Monsieur Le Mercier est sur le terrain pour voir comment ça peut se passer en régie. Si je peux me permettre, Madame le maire, je vais préciser à Monsieur Ditch que nous avons été élus début juillet et que depuis le début juillet, on a pris à bras-le-corps ce dossier et qu'on y travaille tous les samedis matins, très tôt et très tard dans le début d'après-midi. Et je vais vous ajouter, je voulais parler du Neubourg. Eh bien, vous voyez, j'ai pris mon agenda avec quelques remarques dessus parce que tous les adjoints qui sont ici travaillent comme moi. Le 25 janvier, nous étions au Neubourg, justement, pour aller voir cette commission du marché, pour aller voir cette organisation du marché. Et j'y retourne, je peux vous le dire, j'y retourne le mercredi dans 15 jours, dès 6 heures du matin, pour voir justement cette organisation, qui est encore bien plus dure que la nôtre et qui est bien ficelée. On en arrivera peut-être ici avec des choses nouvelles. Vous verrez, on travaille beaucoup dessus. Je viens de vous le préciser, on ne s'endort pas du tout et on a d'autres marchés comme Lisieux, etc., où on va voir ce qui se passe. Très bien. Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Merci. Oui, je souscris tout à fait à la proposition, également à l'observation de M. Ditch, et je
vois que les choses ont été d'ores et déjà réfléchies par l'équipe municipale. Je voulais juste dire que par rapport aux commerçants, et notamment aux commerçants non sédentaires, il y a un certain ressentiment qui m'a été confié, mais pas méchamment, d'une façon peut-être un peu librement, qui me disent, ben oui, mais nous avons, commerçants qui venons animer en quelque sorte le marché de Bernay, qui avons depuis de longues années une présence, parfois ça se le compte en décennies, nous n'avons pas du tout été consultés. Alors, je n'ai pas trop su quoi leur dire, si ce n'est qu'effectivement la question était, enfin l'initiative était pour l'essentiel motivée pour les questions de sécurité auxquelles je me rallie complètement. Mais peut-être aurait-il été judicieux, peut-être le serait-il encore, de donner quand même une explication un petit peu plus détaillée, un petit peu plus participative à tous ces commerçants qui, d'âge et de, comment dirais-je, d'origines diverses géographiquement, sont très attachés à ce marché, mais voudraient comprendre un petit peu le sort qu'il leur est réservé. Voilà. Ah, si je peux me permettre, je vais rebondir aussi sur ce que vous venez de dire. Le sort qui leur est réservé, c'est surtout la société Géraud qui gère justement les emplacements et qui nous fournit un plan et qui ne nous convenait pas. C'est pour ça que ça demande un petit peu plus de temps. On veut que ce soit bien réparti dans la ville, justement, et que chacun retrouve un petit peu ses petits. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que vous parlez du marché de Bernay, et je vais dire en assez ancien bernéen, je l'ai connu complètement différemment dans la rue Gabriel Vallée, vous l'avez connu à la place qu'on appelait la place des Grands Hommes, qui est la place où il y avait avant le commissariat, et on l'a connu aussi sur la place de l'Hôtel de Ville. En 2004, quand M. Moret a déplacé le marché, tout le monde était vent debout. Maintenant, demandez qu'on redéplace le marché de la Rutière, vous allez voir qu'ils vont plus être vent debout, ils vont être même aux fenêtres, je crois. Ce qu'on va faire là, c'est vraiment sécuritaire. Il faut le vivre, il faut y aller. Je vous invite, moi, à venir avec moi. Et vous allez voir ce qui se passe réellement sur le marché le matin, au niveau sécuritaire. On en est très très loin. Il faut absolument qu'on réagisse, et rapidement. Monsieur Pierre, les commerçants non sédentaires, ils ont été consultés par la société Géraud. Et c'est la société Géraud, avec eux, qui regardent comment ils peuvent être placés sur les différents endroits. Parce qu'on sait qu'il y a ceux qui ont leurs gros camions, avec leurs remorques, donc, mais ils sont consultés. On n'a pas décidé comme ça de les mettre dans la ville. Les commerçants non sédentaires ont été consultés, surtout ceux qui ont été déplacés. Qui vont être déplacés, pardon. Madame... Non, mais c'est pas que la société Géraud n'a pas fait le travail. Je pense qu'ils ont fait le travail. Quand le maire décide qu'il y a une question de sécurité, donc je les ai reçus, la société Géraud, et j'aurais demandé de voir déplacer ce marché. Donc ils ont été missionnés pour être à la rencontre des commerçants non sédentaires et de leur expliquer pourquoi ce marché allait être déplacé. Et avec eux, ils regardent la position des commerçants non sédentaires sur les différents endroits. Ils nous ont rendu une carte qui ne nous convient pas, donc ils sont encore en train de la retravailler. Voilà. Bon, y a-t-il des questions? Monsieur Lerin. Madame le maire, première question,
cette décision est une décision municipale ou préfectorale? C'est une décision de ma part pour une question de sécurité. Donc une décision municipale? Ben forcément. D'accord. Voilà, et répondant au plan Vigipirate. Très bien. Moi, je vous informe très clairement que les commerçants, en tout cas pour la place de la Poste, sont tout à fait contre cette décision. La concertation, on l'a pris il y a 15 jours. Les camelots qui sont, eux, non sédentaires, pour leur part, 15 jours aussi, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on les fasse partir de leur place de marché qu'ils occupent pour la plupart depuis des dizaines d'années, surtout dans cette période de Covid où c'est compliqué pour eux psychologiquement, où on leur change leur habitude. Voilà, très clairement, il y a eu un gros manque de concertation. Je comprends que vous avez envie de dynamiser le marché et je vous en remercie. Je parle aussi beaucoup moi-même avec les commerçants du Pont-Ravet. Il y a quelque chose à faire, il y a de l'animation, il n'y a pas de problème. Le marché, je sais un petit peu comment ça se passe, comment on doit gérer un marché entre guillemets. Pour vous rappeler, mon oncle était l'un des plus vieux camelots bernéens sur le marché. Certains de vos adjoints le connaissent, M. Machindo. Il est parti, il a fait 50 ans de marché à Bernay. Tout ça pour dire que, voilà, j'espère que vous allez en tout cas respecter ces camelots. Pour l'instant, la plupart n'ont pas été consultés. Ils ont appris la nouvelle 15 jours avant. Vous vous rendez compte? Psychologiquement, l'impact que ça peut avoir. Des noms, je peux vous en citer. En tout cas, pour notre part, les commerçants de la Poste, sédentaires et non sédentaires, sont tout à fait contre. Contre, pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de concertation, on n'a pas été concerté. Moi, j'aurais aimé qu'on me concerte. Si vous travaillez sur ce projet depuis plusieurs mois, la moindre des choses, vous me connaissez un petit peu, j'ai jamais mordu personne, vous auriez pu venir m'en parler, on aurait pu en discuter. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va être dans une position de friction. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que la période est très compliquée, à la fois pour les commerçants sédentaires et non sédentaires. En discutant avec eux, ils me disent très clairement, psychologiquement, ça les embête parce qu'ils ont une période qui est très compliquée. Donc voilà, Madame le maire, j'espère malgré tout que vous allez pouvoir revoir cette position. Je comprends votre argument sécuritaire, et je le comprends tout à fait. Mais voilà, je vous demande de revoir votre position en concertation avec les commerçants sédentaires et non sédentaires. Très clairement, aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux voulaient venir ici pour faire part de leur mécontentement. Je leur ai dissuadé. Voilà, la période Covid. Monsieur Laurent, vous me faites rire. Oui, non, mais si vous voulez, madame, mais en tout cas, moi aussi, parce que vous concertez pas, vous utilisez encore une méthode que vous connaissez et que je vous connais, la méthode du bulldozer, et c'est pas bon. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que vous avez promis à vos électeurs. Et un bulldozer libère, parce que c'est de la qualité. Monsieur Laurent, je vais vous répondre. La société Gilles Géraud, je l'ai reçue au mois de décembre pour leur donner mon intention. Je vous ai dit, comme je l'ai dit à M. Ditch tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur la question de sécurité. Vous allez avoir un parking de la Poste où les gens pourront stationner, vous pourrez voir plus de monde, plus de clientèle. C'est certain que je comprends ces commerçants non sédentaires qui sont depuis des années installés sur cette place. On va revoir la configuration du marché et je pense qu'à la finale, on aura la satisfaction de tout le monde. Mais il est certain, comme vous dites, je suis un bulldozer, je ne reviendrai pas sur ma décision de sécurité. Je veux que la population bernéenne et ceux des alentours qui fréquentent notre marché soient en sécurité. C'est vous qui l'avez décidé, madame. Mais bien sûr, j'ai décidé de la sécurité. Je n'ai pas envie de me retrouver à la barre d'un tribunal pour mise en cause de la sécurité des personnes. Donc je sais bien que ça vous dérange, Monsieur Laurent. Vous faites depuis quelques jours le tour de tous les commerçants. Vous faites même écrire, le boucher en face m'écrire une lettre. Non, madame, je n'ai fait écrire personne. Elle serait ici, elle vous dirait elle-même. Attendez. Vous ne pouvez pas dire les commerçants. Monsieur Laurent, je vous connais. Non, mais je sais comment vous êtes. Et justement,
vous n'appliquez pas les bonnes méthodes. Eh bien, peut-être que j'applique pas les bonnes méthodes, mais en tous les cas, bon, je vais vous demander de vous taire. Je vais vous demander de vous taire et on va clore le sujet. De toute façon, je ne reviendrai pas sur ma décision de la mise en sécurité de la population bernéenne et des alentours. Monsieur Schlumberger. Je veux revenir sur le sujet de la sécurité que vous évoquez. Aujourd'hui, une voiture, un camion qui arrive à vive allure dans la rue du Général de Gaulle aura fait beaucoup de dégâts parce que ce qu'il va trouver, c'est une barrière avec un panneau jaune, route barrée, qui n'arrête personne. Pareil, si vous prenez la rue de l'Union à vive allure, vous allez emporter quelques passants au moment où vous traversez la rutière. Vous parlez de sécurité. Envisagez-vous des blocs de béton qui seront placés aux extrémités du marché? Parce que je comprends ce que vous dites pour la rue de Morsan, mais la même problématique s'applique à bien d'autres entrées sur le marché, où les voitures peuvent arriver, les voitures béliers typiquement, pour arriver et faire des dégâts. Il va être prévu de la sécurisation pour ne pas pouvoir entrer sur le marché. Par contre, rue de l'Union, c'est un passage pour les pompiers, on ne pourra pas l'enlever. On ne pourra pas la fermer, cette rue. Y a-t-il d'autres questions? Donc, nous passons au vote. Alors, l'objet, c'était la création de cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la 12e délibération. Validation de la convention de remboursement avec le Sporting Club Bernay Athlétisme. Je donne la parole à Madame Turmel. Merci Madame la maire. Donc les délibérations très claires et je ne vous entraîner aucune polémique. Pour mémoire, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017. Ça c'est le coup de la tempête. Une tempête s'est abattue sur la ville de Bernay, faisant plusieurs dégâts sur des biens communaux et notamment sur du matériel de sport entreposé au sein de l'enceinte du stade Robert Bataille. Afin de maintenir l'organisation des championnats régionaux d'épreuves combinées, le club a, en accord avec la ville, pris à sa charge le remplacement de matériel. La ville s'était engagée à rembourser au club le montant du remplacement du matériel une fois le sinistre réglé par l'assurance. Le paiement par l'assurance ayant été effectué, il convient de valider la convention afin de rembourser au SCBA le montant de l'achat du matériel sportif réalisé pour le compte de la ville, soit la somme de 8 019,41 €. Et comme le disait si bien M. Schlumberger, c'est une opération blanche. Merci Mme Turmel. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 13. Convention tripartite pour les travaux d'aménagement de la desserte du collège, actuellement Le Hameau. Je donne la parole à Monsieur Bibet. Merci Madame le maire. Donc effectivement, ça concerne une convention tripartite avec le département de l'Eure, la commune de Bernay et l'Interco pour la construction du nouveau collège qui vient remplacer le collège du Hameau. Quelques informations très rapides. C'est un collège qui coûte au département 15,6 millions d'euros. À l'origine, la construction devait être terminée pour la rentrée de septembre 2021. Il y aura peut-être quelques délais supplémentaires au regard de la situation sanitaire et du ralentissement des travaux. Et c'est un collège qui accueillera 600 élèves. Donc cette convention, elle porte sur le financement des aménagements et des dessertes aux abords du collège, à savoir la voirie et le parking et une gare routière. Le coût global de l'opération s'élève à un peu plus de quasiment 800 000 € hors taxes, et donc la convention tripartite
indique un taux de participation à 1/3 de chaque collectivité. Et donc pour la ville de Bernay, la charge est de 265 446,06 € hors taxe pour participer à la construction de cet équipement. Et donc, il nous est demandé d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Merci, Monsieur Bibet. Y a-t-il des questions? Monsieur Ditch. Merci, Madame le maire. Donc, une explication de vote. Nous allons nous abstenir là-dessus. Non pas parce qu'on pense qu'il ne faut pas investir dans un nouveau collège, bien au contraire. Non pas parce qu'il faut des aménagements de voirie et de plans de circulation pour aller à destination de ce collège. C'est juste qu'on a été averti vraiment trop tard que la ville de Bernay devait mettre, comme l'Interco, la main à la poche pour participer à ce financement, comment dirais-je, de cette partie-là de la construction du collège, qui n'était pas vraiment prévue. On n'a jamais eu les informations en temps, et ça, je pense que ça pose problème. Voilà. Donc je pense que le département, il aurait dû prendre tout en charge, et que ce n'était pas, comment dirais-je, des conditions légitime d'une participation financière d'un tiers. Voilà. Donc je m'abstiendrai sur le sujet avec mes amis. Monsieur Schlumberger. Ah, pardon. Excusez-moi, Madame Branlot. Donc moi, je souhaiterais justement apporter un petit peu de précision concernant, en fin de compte, cette convention tripartite qui s'applique à l'ensemble au département de l'Eure lors de la construction d'un nouveau collège. C'est vrai que cette convention tripartite, c'est une convention qui a été mise en place au moment de la gouvernance avec Sébastien Lecornu. C'est une décision qui avait été prise par le département et qui en réalité est amoindrie, j'ai envie de dire, lorsque la commune, est moins importante. Donc dès lors où on se retrouve sur une commune comme Broglie, puisqu'il va y avoir aussi un collège neuf, la proportion sera de 25% et non pas d'1 tiers. C'est une position politique qui a été prise à cette époque, je dois dire, mais il ne faut pas oublier que les élus en étaient avertis, puisque c'est quelque chose qui s'applique sur tous les collèges de l'Eure et que ce n'est pas le premier collège en réalité que l'on rénove au niveau du département. Et que, je comprends bien aujourd'hui qu'on a une nouvelle gouvernance, que peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas informés, mais sachez qu'en réalité, les personnes qui étaient à la gouvernance auparavant étaient bien au courant de cette convention. Je voulais aussi donc rappeler que l'ancienne gouvernance du département, aujourd'hui, on a pris aussi la décision on a pris la décision au niveau du département de déconstruire les anciens collèges, ce qui n'était pas fait, avec l'ancienne gouvernance du département. Voilà. Ce sont tout simplement des choix politiques. Merci, Mme Branlot. Par contre, je voudrais abonder votre réponse, Mme Branlot. Ça existait déjà à l'époque de la précédente mandature du département de M. Destan. M. Destan a fait pareil dans diverses villes pour la construction de collèges. Néanmoins, je suis moi très satisfaite que le département construise un nouveau collège, parce que notre collège du hameau avait quand même des gros soucis de consolidation. C'est vrai que supporter pour la commune 265 000 € hors taxe de voirie supplémentaire qui n'était pas prévue, enfin le département nous a accordé de le payer sur 3 années et je tenais à le remercier. C'est quand même important parce que le département n'a pas la compétence de nos voiries intercommunales et je ne pense pas que l'intercommunalité aurait pu supporter et les voiries du collège de Broglie et les voiries du collège de Bernay. En fin de compte, le département prend à sa charge 33% du montant de ses travaux, nous, collectivité, 33% et l'intercommunalité, 33%. Ça fait beaucoup, 265 000 €, mais c'est quand même pour le bien-être de nos élèves avec un nouveau collège. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Et avec M. Laurent qui s'abstient et M. Van Vleeteren. Et M. Ditch, M. Blanchette et Mme Perret. Délibération numéro 14. Désaffectation suivie du déclassement du domaine public communal et intégration au domaine privé d'une parcelle cadastrée AK26 et cession à l'entreprise TDF. Je donne la parole à M. Bibet. Oui, on doit revenir sur une délibération du 6 novembre dernier qui actait la vente du château d'eau sur le quartier du Stade. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce sujet, mais il y a deux éléments essentiels. Le local technique qui se trouve juste à côté du château d'eau est en fait sur une autre parcelle, donc il faut intégrer cela à la délibération, et aussi le déclassement du domaine public communal au domaine privé communal nécessaire pour la vente de biens publics. Donc on ajoute ces deux sujets-là à la délibération. Le prix de vente est inchangé et donc on cède toujours le château d'eau pour un montant de 210 000 € net vendeur à l'entreprise TDF. Y a-t-il des questions? Monsieur Ditch. Merci Madame le maire. Est-ce que nous connaissons les intentions de TDF sur ces prochaines installations? Pour l'instant, comme celle actuellement. Il y a les antennes. Et j'ajouterais que même chose que ce que j'avais répondu le 6 novembre dernier, toute demande de pose d'antennes supplémentaires sont comment dire, liées à une autorisation d'urbanisme. Donc on le saura s'il y a des autres intentions. Monsieur Séjourné. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Est-ce que, Pascal, c'est pour une voix? D'accord. Alors, délibération numéro 15. Cession d'une partie de la parcelle ZE76 au profit de l'entreprise Parrain. Je donne la parole à Monsieur Bibet. Cette délibération, comme les trois autres qui suivent, concerne la cession de terrains, de parcelles situées sur l'aérodrome. Donc Louis Chouin en avait parlé tout à l'heure dans les orientations budgétaires. Ça fait partie des terrains vendus pour accueillir des nouvelles entreprises. Donc la première, il s'agit de l'entreprise Parrain, plutôt d'un particulier qui vient implanter un hangar sur une parcelle d'une superficie de 1500 m² sur la zone de l'aérodrome pour y rénover des anciens avions et aussi avec un projet d'électrification d'anciens avions. Vous avez en annexe à la fois l'avis du domaine sur le prix du terrain, 11 € du mètre carré, ainsi que, il me semble, mais oui, il y a aussi la division parcellaire justement des 4 demandes des 4 entreprises. Donc je vous la laisse regarder, mais de toute façon c'est la même à chaque fois. Et donc il nous est demandé de constater une nouvelle fois la désaffectation de cette parcelle, ainsi que prononcer son déclassement du domaine public communal, ainsi que dans son intégration dans le domaine privé communal, comme pour la délibération précédente, et puis d'acter la vente du terrain de 1500 m² à 17 250 €. Y a-t-il des questions? Donc on passe au... Monsieur Ditch. Oui. Pourquoi ce choix de l'aérodrome et pourquoi on n'utilise pas déjà des zones qui sont identifiées pour recevoir des entreprises? Est-ce que, par exemple, il y a un risque d'artificialisation des terres supplémentaires à ce qui existe aujourd'hui? Non,
Pourquoi le choix de l'aérodrome? Parce que l'aérodrome, c'est une zone d'activité. Et les terres qui y sont des zones constructibles pour l'activité économique. Donc, monsieur et madame Parrain qui souhaitent acquérir cette parcelle, c'est pour faire aussi de la formation pour les pilotes d'avion. Vous allez avoir la suivante qui est Cumulus, qui, si vous vous rappelez, en février 2020, au conseil municipal, on avait voté la délibération pour la vente d'une surface de 3000 m². Eux, c'est pour construire un hangar pour abriter les ULM. Après, dans la prochaine délibération, vous avez l'entreprise AENAS qui veut s'installer et qui veut 15 000 m² de surface de terrain. C'est pour y installer une entreprise qui va faire de la formation sur la sécurité. Et ensuite, vous avez une autre parcelle d'environ 10 000 m² qui est pour la société Aura. La société Aura est une société de Toulouse qui a racheté la société Aura à Saint-Vincent-du-Boulay qui fabrique des ailes d'avion en bois et en carbone. Donc ils vont construire sur le terrain et continuer la fabrication et l'assemblage d'avions sur cette parcelle. Voilà. Mais c'est bien des parcelles de zone d'activité économique. Et qui sont en lien avec et c'est en lien avec les avions. Enfin, excepté AENAS. AENAS. Et AENAS, la sécurité, pour venir en complément de la société Protecop qui fabrique des vêtements de sécurité. Voilà, comme dit M. Chouin, qui pourrait constituer à terme un cluster sur la sécurité. Donc, y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je redonne la parole à M. Bibé pour les trois autres délibérations qui concernent ces terrains. Donc sur la numéro 16, on propose d'abroger la délibération de février 2020 parce que depuis février, en fait, Cumulus Club n'avait pas encore fait de démarche administrative. Donc ça nous permet de faire évoluer les terrains qui leur étaient dédiés avec le plan dont vous avez aussi l'exemple en annexe. Et donc pour ce sujet, donc l'avis des domaines est évidemment toujours le même. On désaffecte une fois de plus et on déclasse du domaine public au domaine privé. Et on propose de vendre cette parcelle à 33 000 € puisqu'elle fait 3000 m². Y a-t-il des questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 18. Je redonne la parole à M. Bibé. 17. Pardon, 17. Je vais trop vite. Oui, mais c'est pas grave, on va aller très vite. C'est donc cession de d'une nouvelle parcelle, donc comme l'a dit Madame le maire, pour l'entreprise AENAS financière, qui vient faire de la formation et aussi un bâtiment de restauration et d'hébergement pour les stagiaires. Donc on aura aussi des personnes qui viendront dans la ville de Bernay pour se former, donc ça sera tout aussi intéressant. Et donc ici, il s'agit d'une parcelle d'un peu plus de 15 000 m² qui sera vendue au montant de 176 306,50 €. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Schomberger. Je voudrais rappeler que la venue à Bernay de la société AENAS figurait dans notre programme et que des contacts avaient déjà été pris. On pourrait même voir une photo de Laurent Lequillet qui est avec moi-même dans un de nos journaux. Je me félicite donc que cette implantation soit en cours et je me réjouis pour le territoire. Je voudrais rappeler qu'à mon sens, la recherche d'entreprise pour Bernay est un devoir moral pour nos élus, en particulier dans le contexte très tendu de l'emploi dans notre ville. Et dire que nous continuons à Unis pour Bernay à chercher des entreprises
L'idée d'un cluster dans le domaine de la sécurité est quelque chose que j'avais évoqué avec vous. Et je suis en contact avec un fabricant une société qui fabrique des fusils d'assaut pour l'armée française. Je ne connais pas leurs intentions aujourd'hui, mais sachez que je continue à travailler, à faire venir des entreprises sur notre territoire. Merci, M. Schumberger. Je voudrais juste apporter un peu une modification. C'est vrai que dans votre journal de campagne, vous aviez mis la société AENAS, mais la société AENAS, qui est très proche des établissements Protecop, avait décidé de venir s'installer à Bernay. Maintenant, il nous était mis le challenge de pouvoir mettre à disposition très rapidement les terrains. Merci. Donc, je vais passer au... Y a-t-il d'autres questions? Juste abonder dans ton sens, Marilyn, sur deux choses. La première, c'est de toujours vouloir tirer la couverture sur soi. C'est un état d'esprit qui, moi, me dérange un peu, mais c'est pas grave. Et la deuxième, c'est de rappeler quand même un article de l'Éveil normand, je crois, une semaine ou 2 semaines avant le second tour de l'élection municipale, où vous indiquiez, parce que vous avez déjà dit ça à la commission dans laquelle on a déjà étudié ces délibérations-là, j'avais vraiment pas voulu répondre parce que je trouvais ça... voilà. Mais du coup, là, vous le redites, donc je me permets de vous le dire, de vous rappeler cela. 2 semaines, je crois, avant le second tour des élections municipales, vous aviez indiqué une phrase qui n'est pas exacte, mais qui avait ce sens-là, mais il faudra la retrouver dans les archives de l'Éveil, qui disait qu'en gros, vous n'étiez pas certain que cette entreprise vienne si vous n'étiez pas élu maire. Et je pense qu'on peut constater avec cette délibération-là que malgré tout, cette entreprise est quand même venue à Bernay. Donc effectivement, on peut s'en féliciter avec Madame le maire. Merci Pierre. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je redonne la parole à Monsieur Bibet pour la délibération numéro 20. Numéro 18. 18. Oh là là, j'ai vraiment aller trop vite. Parce que pour moi, j'ai numéro 18. Bon, c'était aussi une nouvelle. On aurait dû faire les 4 en même temps. C'est vrai, mais on peut pas. Donc céder une partie de ces parcelles donc à l'entreprise Aura Aéro, donc dans les mêmes conditions financières. Pareil, on désaffecte, on déclasse du domaine public au domaine privé, et cette parcelle est de 10 110 mètres carrés pour un montant de 116 265 €. Bon, y a-t-il des questions? Donc là, je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je redonne la parole à Monsieur Bibet pour la délibération numéro 19. Donc, sur cette délibération, c'est pour abroger une délibération de l'année dernière pour une nouvelle fois déclasser et désaffecter et intégrer au domaine privé une parcelle qui est sur la zone du Bois du Cours, qui va être destinée, parce qu'en fait Intersport s'était porté acquéreur de cette parcelle de 865 mètres carrés pour agrandir son local commercial auprès de l'intercommunalité. Donc on doit vendre cette parcelle à l'interco, puisque c'est elle qui est compétente en la matière de développement économique, j'entends, sur ce terrain-là. Et donc on doit abroger cette parcelle pour justement, je viens de le dire, de la désaffecter et de la déclasser du domaine public au domaine privé, puisque ça n'avait pas été fait non plus à l'époque. Et pour rappel, 865 mètres carrés sur la zone d'activité du Bois du Cours, c'est 11 500 €, pardon. Et on la vend à l'intercommunalité. C'est ça. La signature de l'acte se fera en 2 fois. C'est-à-dire que nous, ville, le même jour, on vendra à l'intercommunalité, et l'intercommunalité vendra aussitôt à la société Intersport. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie.
Alors, je redonne la parole à Monsieur Bibet pour la délibération numéro 20, la cession de 2 parcelles nues au profit de l'entreprise CESA Packaging Reborn. Donc en effet, là on cède 2 parcelles à l'entreprise CESA Packaging Reborn d'une superficie totale de 42 544 m² pour développer son activité, qu'on a pu voir aussi dans la presse ces derniers temps. L'avis du domaine, juste pour l'activité, c'est une nouvelle ligne de recyclage du plastique donc à Bernay, dans le cadre de l'évolution de son développement. L'entreprise Reborn lutte contre les déchets plastiques et l'utilisation des hydrocarbures, donc dans la création du plastique, et il crée en propre des lignes de recyclage. Donc d'ailleurs là, avec beaucoup d'humilité, on peut surtout féliciter et surtout remercier le directeur général de Reborn de rester toujours très attaché à Bernay et de s'y développer. Et donc pour effectuer cette vente, une nouvelle fois, on déclasse du domaine public dans le domaine privé. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, je n'ai pas dit où est-ce que c'était. C'est une première parcelle qui est derrière cette entreprise et une autre qui est dans la continuité de l'ADAPT sur la zone là-haut. Donc sur cette délibération, 42 544 m² avec un avis des domaines à 13 € du mètre, ça nous fait une vente à 553 072 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 21. Je vais donner la parole à Monsieur Pereira pour le compte-rendu des décisions du maire prises entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021. Merci Madame le maire. Donc le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées. Le compte-rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ne donne pas lieu à une délibération de ce dernier. Il est donc présenté ces décisions prises dans le cadre des délégations. Donc la première décision concerne la signature du marché d'achat de défibrillateurs pour les bâtiments communaux. Donc c'est l'achat de défibrillateurs pour les bâtiments communaux d'un montant unitaire prévisionnel de 2 457,70 €, toutes taxes comprises. La deuxième décision porte validation de la convention d'accompagnement juridique du pôle d'échange multimodal. Et donc l'objectif, c'est que la convention d'accompagnement juridique concernant le projet de pôle d'échange multimodal s'élève à 17 100 € hors taxe. Enfin, la troisième décision porte signature du marché de maîtrise d'œuvre aménagement de la prairie de la Charentonne avec l'offre de la société NG Infra pour la maîtrise d'œuvre, l'aménagement de la prairie de la Charentonne d'un montant prévisionnel de 30 950 € hors taxe, représentant 7,10% du montant prévisionnel des travaux. Y a-t-il des questions? Non. Il n'y aura pas de vote puisque le conseil municipal prend acte. Merci. C'était la dernière délibération. Maintenant, on va passer aux questions orales. Une question de Madame Branlot. Merci Madame le maire. Je suis de nouveau interpellée par les habitants proches des jardins de l'abbaye au sujet de la présence et la prolifération des Covidés, moi-même riverain du quartier. Je subis depuis ces dernières années d'importantes nuisances dues à la présence de ces volatiles de plus en plus nombreux. Ces colonies de Covidés nichées dans les grands arbres et croisent du matin au soir, ce qui perturbe la vie des riverains. Ces nuisances occasionnées sont multiples, nuisances sonores, déjections sur les voitures, les terrasses et les trottoirs. De plus, j'imagine que ces nuisances sont aussi gênantes pour les visiteurs et le personnel travaillant aux abords des jardins de l'abbaye. Je reconnais que cette situation ne date pas d'aujourd'hui, puisque j'en avais fait part à votre prédécesseur, mais aucune amélioration n'est constatée à ce jour. Quelles mesures pensez-vous mettre en place pour enrayer ce problème de façon pérenne ? Alors, pour votre information,
les nids de corneilles ont été enlevés. L'intervention de l'entreprise Pavio a été faite du 19 au 21 janvier 2021 pour un montant de 2 880 € TTC. Dans le jardin public, il n'y a plus aucun nid pour les corneilles. Par contre, chez des particuliers, dans leurs arbres, il existe des nids. Donc nous avons demandé avec M. Chouin à ses propriétaires de faire enlever ces nids. Voilà, mais en tous les cas, pour ce qui est de la collectivité, le jardin public n'a plus aucun nid de corneilles. Bon, M. Chouin vient de me dire que certains particuliers l'ont fait. Alors maintenant, question orale de Mme Claire Pitette, qui a été reçue par mail et qui est présentée par M. Ulrich Schlumberger. Madame le maire, lors du conseil municipal du 11 décembre 2020, en réponse à nos questions sur le devenir des monuments les plus emblématiques de notre patrimoine, vous nous affirmiez être pleinement consciente de votre responsabilité à leur égard et pleinement engagée. Des travaux ont été entrepris. Nous savons que des travaux d'urgence et de replâtrage sont toutefois effectués au détriment d'un vrai projet de restauration. Aussi, aujourd'hui, pourriez-vous nous faire un point d'étape précis des travaux en cours et un point sur ceux réellement prévus, actés et à venir? Votre clair engagement pour la restauration des monuments de notre ville, centre de notre territoire, est capital. Qu'il soit donc affirmé au sein de notre intercommunalité est primordial. Il pourra alors être entendu par les instances décisionnelles pour le label Pays d'art et d'histoire. Sur l'évolution actuelle de ce dernier dossier, je vous remercie de nous informer. Par ailleurs, nous serons heureux que le dossier de Bernay ait été retenu et sélectionné. Nous sommes heureux dans le cadre des petites villes de moins de 20 000 habitants pour bénéficier de subventions spécifiques. Nous serons attentifs et intéressés au projet ainsi permis. Je vous remercie de votre réponse. Alors, je vais répondre à la question 1. Les travaux. Donc, des travaux d'urgence et de replâtrage sont parfois effectués au détriment d'un vrai projet de restauration. C'est un extrait des questions de Mme Pitette. Le replâtrage. Nous ne savons pas de quel édifice Mme Pitette parle, mais nous n'utilisons pas de plâtre, uniquement des matériaux validés par la DRAC et les instances scientifiques. Les travaux d'urgence du chevet de Notre-Dame de la Couture sont des travaux de restauration. La pierre désagrégée est restaurée et ainsi ne risque plus de chuter. Alors, l'extrait de la question, encore un point d'étape précis sur les travaux en cours et un point sur ceux réellement prévus, actés et à venir. L'abbatiale Notre-Dame, vous avez pu le constater, depuis 8 jours, il y a l'intervention de l'entreprise Sarkini Couverture qui s'est terminée le 24 février 2021. Objectif de l'intervention, c'était le remplacement d'ardoises et de larmiers, pose de gouttières, sécurisation de la charpente, pour un montant total de 22 640 €. L'église Notre-Dame de la Couture, purge de la corniche, intervention par l'entreprise TERH, terminée le 22 février 2021. Objectif de l'intervention, sécurisation de la corniche à la suite d'une chute de pierre. L'entreprise a évacué les pierres fragilisées sur 8 mètres de long. Montant total 10 672 €. L'église Notre-Dame de la Couture, travaux de sécurisation et de restauration du chevet. Intervention en cours par l'entreprise TERH et le cabinet d'architecture Olympia. Actuellement en phase de préparation de chantier, démarrage du chantier avril 2021. L'objectif de l'intervention, c'est la restauration des parements en maçonnerie de pierre de taille, remplacement de l'ensemble des pierres désagrégées, révision et protection des gargouilles, remplacement des protections grillagées des vitraux, nettoyage des pierres. Montant total 141 598 €. Prochain chantier, construction du projet de restauration en cours. Église Notre-Dame de la Couture, le diagnostic général. Intervention en cours avec le cabinet d'architecture Olympia. Objectif de cette intervention, c'est dresser un état des lieux complet de l'état sanitaire de Notre-Dame de la Couture
complétant les études préliminaires réalisées en 2019, bâti, charpente, vitraux et peinture murale. Montant total 68 578 €. Après ce récapitulatif, il faut rappeler que la restauration du patrimoine est un travail sur le temps long. Rappel de la chronologie et des délais des démarches administratives et scientifiques. Début 2020, rendu des études préliminaires sur Notre-Dame de la Couture et Église Sainte-Croix par architecte Lympia. Octobre 2020, lancement du diagnostic général de Notre-Dame de la Couture qui est en cours. Encore sur l'année 2020, malgré la crise sanitaire, l'organisation d'un premier chantier de restauration à Notre-Dame de la Couture avec le suivi scientifique de la DRAC. Décembre 2020, lancement du chantier numéro 1 à Notre-Dame de la Couture. En conclusion de la question 1, un projet de restauration sur un édifice classé au monument historique prend du temps, car les instances scientifiques doivent être consultées à chaque étape. Les études préliminaires et le diagnostic général sont les bases pour la mise en place d'un vrai projet de restauration, ce qui est actuellement commencé avec le chantier du chevet de Notre-Dame de la Couture. Question 2. Le label Ville d'Art et d'Histoire. La nouvelle directrice de la DRAC Normandie, Madame Frédérique Bourrat, a pris ses fonctions début février. Les échanges concernant le label et son devenir sont en cours de discussion avec la DRAC. La ville de Bernay met tout en œuvre pour défendre son patrimoine et le label Ville d'Art et d'Histoire. Preuve en est, les travaux décrits juste avant et les opérations de valorisation menées via le pôle ABI. Je vous remercie et je déclare la séance terminée.